qui est une double interview un petit peu exceptionnelle, mine de rien, parce que ça fait très longtemps que je voulais la faire, en fait. Là, ça fait 3 ans qu'elles existent, ces deux associations d'examen climatique, d'examen du traitement médiatique du climat par les médias. Ce qu'on trouve à Sur Image particulièrement intéressant. On a eu des représentants donc de Climat Média et de Quota Climat à de nombreuses reprises dans l'émission historique d'Arrêt sur Image tous les vendredis à partir de 18h, mais jamais vraiment pour parler directement de ces associations, du travail. Je me dis par ailleurs qu'il y a plein de gens qui peut-être soit les confondent, soit se demandent pourquoi il y a deux associations, comment elles fonctionnent, sachant qu'elles fonctionnent un petit peu différemment. Donc je vais vous demander maintenant d'accueillir tout simplement deux de leurs représentantes, en l'occurrence la présidente de Climat Média, Claire Morvan, et une responsable de projet de Quota Climat, Luna Weimar. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour Claire Morvan, bonjour Luna Weimar. On va commencer par Claire Morvan. Je vais vous laisser vous présenter très brièvement. Qui êtes-vous et que faites-vous à Climat Média ? Eh bien, bonjour tout le monde. Alors moi, je suis dans ma vraie vie professionnelle, je suis facilitatrice de la transition écologique et notamment, j'accompagne des acteurs publics comme privés au changement. Et sinon, au sein de l'association, donc je suis cofondatrice et présidente de l'association pour plus de climat dans les médias, et donc j'ai l'honneur de faire beaucoup de choses et donc notamment de faire beaucoup de coordination, de relations avec les partenaires et m'occuper de l'OME aussi, de l'Observatoire des médias, sur lequel on reviendra sans aucun doute, et de faire des tables rondes et des formations. Très bien. Et alors vous, Luna Weimar, je vous laisse vous présenter très brièvement Quota Climat. On va revenir. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Luna Weimar, je suis la responsable de projet de l'ONG Quota Climat. Chez Quota Climat, on œuvre à améliorer la couverture médiatique des enjeux écologiques. On reviendra sur nos piliers d'action, mais globalement, c'est ça. On participe aussi à l'Observatoire des médias sur l'écologie, avec Climat Média. Alors, je vais revenir à vous, Claire Morvan. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de l'association, comment s'est constitué Climat Média ? Parce que si j'ai bien cru comprendre, depuis le début et encore aujourd'hui, c'est d'abord une association de bénévoles. C'est ça. Donc, Climat Média, c'est une ONG d'expertise et de veille citoyenne des médias de masse. Et en fait, notre objectif, c'est d'objectiver et de renforcer et d'améliorer le traitement des sujets écologiques. Alors comment voilà, à la base, qu'est-ce qui se parle, comment ça naît ? Comment ça naît ? En gros, on était des citoyens qui suivions la loi climat et résilience. On était sur des groupes WhatsApp, et au cours de ces différentes discussions, une personne a pondu une pétition autour de « Vous trouvez pas que les enjeux climatiques sont inexistants dans les médias ?» Et à partir de là, quelqu'un a créé une énième boucle WhatsApp. Et on s'est dit, on va pousser cette pétition et on va regarder, vérifier, est-ce que c'est vrai ? Et donc, on s'est vraiment posé la question, est-ce que c'est vrai est-ce que les médias parlent si peu de climat que ça ? Et donc, tout a commencé en octobre 2021. Et on a commencé à regarder chacun dans nos canapés les JT, parce qu'on s'est dit, on va regarder quelque chose de circonscrit. Les JT, c'était le plus simple. Et en fait, les JT, rien que TF1, France 2 et M6 représentent 15 millions de citoyens. Et moi, qui à titre personnel fait beaucoup de sensibilisation, je me suis dit, si on arrive à faire bouger les lignes des médias qui touchent 15 millions de citoyens tous les jours, j'aurais réussi une belle action. Et donc, on a commencé à regarder les JT, et en fait, ça nous a fait très peur, ce qu'on a vu. Et dès octobre 2021, on s'est dit, oh là là, mais il n'y a rien qui va. Et donc, à partir de là, on a commencé à faire des interpellations sur Twitter, à contacter tout l'écosystème médiatique. On avait très peu de contacts, on vient pas du tout de ce milieu-là. On était vraiment des citoyens comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Et donc, on a commencé à découvrir, à mener des enquêtes auprès d'acteurs, auprès de journalistes, pour comprendre le système, pour savoir quels étaient les freins en interne. Et ça nous a vraiment permis, au fur et à mesure, de discuter avec de plus en plus de journalistes, des directeurs de l'information, et d'être reconnus. Et donc, notre cœur d'activité, c'était vraiment toujours la production et l'objectivation, en fait, de l'observation. Donc, on produit des veilles, on documente, en fait, ce qu'on constate dans les médias. Et ensuite, on interpelle soit sur les réseaux sociaux, soit on écrit directement aux rédactions
pour leur faire nos retours en disant sur tel événement on peut mieux faire. Et donc en fait on fait des veilles thématiques sur des sujets, des événements environnementaux, des rendez-vous internationaux, des événements politiques aussi. Et donc l'idée c'est vraiment d'échanger avec ces chaînes sur ces veilles qu'on pratique. Et ensuite on fait plein d'autres choses, mais j'imagine qu'on y reviendra. Alors et justement, pardon. Aujourd'hui, l'association elle regroupe combien de bénévoles actifs? Tout est relatif. En gros, on a un bureau qui est assez dynamique, qui représente 7 personnes. Et ensuite, en fonction des veilles, on arrive à mobiliser entre 10, 15, 25 personnes. Et on a d'autres cercles, qui nous permettent de faire de résonance sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. Donc on a des membres actifs qui représentent à peu près 7 personnes. On va dire un pôle de 25 citoyens qui font de la veille avec nous. Et ensuite, à peu près 50, 60 personnes qui cliquent, qui tweetent, qui commentent nos posts sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de salariés? Alors, on a une salariée à temps partiel, mais qui s'occupe exclusivement de l'Observatoire des médias sur l'écologie. Et donc, en gros, la vie associative, vraiment le cœur, le moteur, la production vraiment actuellement de de notre contenu et de nos analyses qualitatives, pour l'instant, c'est vraiment la force citoyenne en fait qui fait ça. On reviendra probablement sur Lomé et notre salarié, parce qu'elle fait un gros travail de méthodologie très précieux. Et alors maintenant, Luna Weimar, les mêmes questions, mais pour Quota Climat. Comment c'est né? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, il y a une association? Comment elle fonctionne? Quel est son objet? Je me rends compte qu'on est un tout petit peu plus jeune que Climat Média. Du coup, on est né en 2022. À ce moment-là, c'était notre secrétaire générale, Eva Morel, qui, en gros, s'est étonnée qu'au moment de la publication du rapport du GIEC, aucun média n'en parle, concrètement. Et par conséquent, la conséquence de ça, c'est que les politiques ne réagissaient pas et n'étaient pas amenés à réagir dessus. Et en fait, il y avait ce lien extrêmement clair entre mise à l'agenda médiatique et réaction politique, et qui a concrétisé la fondation de Quota Climat. Et avec, en gros, cet axe de pensée que les médias peuvent être des catalyseurs de la transition écologique, parce qu'ils peuvent politiser les sujets, ils peuvent médiatiser les solutions et après mettre en mouvement la société. Et donc, c'était vraiment ça le cœur de l'action au départ. Et après, se sont développés plusieurs axes d'action. Évidemment, il y a les interpellations qui sont un peu... disons la face immergée de notre iceberg à nous, c'est nos publications LinkedIn. Et l'idée, c'est vraiment de responsabiliser les médias qui, merci de la montrer. Donc on la voit ici, on en fait tous les jours. Et l'idée, c'est de responsabiliser ceux qui, disons, produisent du contenu fallacieux ou contre-productif pour comprendre le dérèglement climatique, mais aussi valoriser ceux qui font, les journalistes qui font un travail très productif à ce niveau-là. Et ensuite, le troisième axe, c'est se miser sur la loi et la changer. En gros, qu'on entende plus de climat dans les médias. Alors c'est intéressant parce que on voit qu'il y a une approche qui est complètement différente de Climat Média, notamment parce qu'elle est on va dire là où Climat Média est plus directement médiatique, c'est-à-dire vise les journalistes notamment et les rédactions. Quota Climat vise plutôt, on va dire à la fois les têtes au niveau des médias, parce que vous interpellez directement les médias, on va dire eux-mêmes, et c'est très souvent encore plus vigoureux que Climat Média d'ailleurs, par contre vous espérez et vous assumez complètement le fait que le discours médiatique a un impact politique sur lequel vous souhaitez influer. Alors là c'est à mon tour de mettre un petit peu de contexte là-dedans, c'est que les deux cofondatrices de Quota Climat d'ailleurs, dont Eva Morel, sont assistantes parlementaires. C'est-à-dire qu'elles-mêmes sont au cœur de la machine politique. Je veux bien que vous expliquiez un petit peu ça, c'est-à-dire il y a une, c'est pas pour rien non plus quand vous dites elles étaient conscientes que le discours médiatique influait sur le discours politique, c'est qu'elles le voyaient au quotidien en réalité sur d'autres sujets. Alors complètement. Juste peut-être contextualiser, l'équipe de Quota Climat, c'est 4 personnes aujourd'hui. Donc on a Eva Morel qui est secrétaire générale maintenant, qui n'est plus collaboratrice parlementaire. Mais évidemment, ça a influencé sa manière de percevoir le lien entre synergie politique médiatique. Aujourd'hui, dans l'équipe, donc il y a Eva, il y a moi, on a ce regard vraiment politique sur les choses. Ensuite, on a Léonard qui est journaliste, donc je pense que évidemment ça fait le lien avec le système médiatique. Et puis il y a Jean qui est ingénieur. Et donc pour revenir sur le lien politique médiatique,
on a cette conviction que oui, évidemment, il faut travailler avec les journalistes qui ont un pouvoir individuel de changer les choses, de rédaction, d'effet de cadrage. Mais on se dit qu'il y a aussi des leviers systémiques, des leviers collectifs, structurels sur lesquels il faut jouer pour aussi sortir de la culpabilisation individuelle. Et donc, on considère que la loi en fait partie et que l'échelle politique fait partie intégrante de ce système-là. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a co-rédigé une proposition de loi avec l'Institut Rousseau et qui est maintenant co-signée par les députés de 8 groupes parlementaires, donc qui va de LFI à Horizon, et avec cette idée d'avoir une meilleure information du coup sur les sujets environnementaux et voilà, au centre du jeu politique et au centre des débats parlementaires, on espère. Alors, je voudrais revenir sur l'activité. C'est peut-être l'activité la plus commune des deux associations. Ce sont ces fils qu'on voit alors sur LinkedIn, sur Twitter, maintenant sur Blue Sky, sur les différents réseaux sociaux qui existent, pour faire un travail qu'avant Arrêt sur Image était un petit peu seul à faire, c'est-à-dire, donc bravo, merci. Du coup, nous on le fait moins depuis, nos abonnés l'ont sûrement remarqué, c'est aussi que vous êtes en réalité très présentes les deux associations et vous faites un travail qu'on a moins besoin de faire parce que on essaye aussi d'être utile à notre manière à l'écosystème médiatique et en l'occurrence votre existence nous rend de fait un petit peu moins vitaux sur ces sujets-là précisément. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on vous invite du coup dans les émissions à la place. Voilà, vous faites une critique assez acérée en réalité des contenus médiatiques. Et je voudrais juste montrer quelques exemples, notamment que vous m'avez envoyé Claire Morvan, sur des JT évidemment, parce que vous faites les JT. Et là, en l'occurrence, c'était sur France 2, Namibie, des animaux sauvages tués pour nourrir la population. Et je vais vous laisser ensuite nous expliquer en quoi ce reportage, par exemple, il pose des questions. C'est l'incontournable des vacances en Namibie. Le safari au milieu des animaux sauvages qui font la fierté du pays. Ces deux Parisiens en voyage de noces viennent de croiser une famille de lions. Et un troupeau d'éléphants. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le gouvernement namibien a décidé d'abattre des centaines de ces animaux sauvages, dont 83 éléphants justement, pour nourrir les habitants. Sérieux ? Les éléphants sont en voie d'extinction, etc. Donc c'est justement vraiment protégé. C'est reconnu au niveau mondial, donc c'est étonnant. Une mesure radicale prise officiellement pour faire face à la sécheresse, une des pires de l'histoire du pays. Les rivières sont à sec, la végétation a presque complètement disparu et les habitants ont faim. Un Namibien sur deux se trouve en situation d'insécurité alimentaire. Les familles luttent pour leur survie avec de maigres réserves d'eau. It's been a long time. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas plu ici. Et la dernière fois, c'était juste quelques gouttes. Avant, on avait des épinards et d'autres légumes, mais on a tout perdu. Pour nourrir ces familles, plus de 700 animaux sauvages seront donc abattus. Hippopotames, buffles, impalas, zèbres. Des chasseurs professionnels ont déjà tué 157 animaux et récupéré 56 tonnes de viande qui seront distribuées. Nous n'avons pas été autorisés à les filmer. Mais dans cette réserve privée, les propriétaires sont en train de faire la même chose. Regarde, ça bouge sur la droite. Ah oui, j'ai vu. Ces chasseurs estiment qu'ils doivent aider la nature face à la pénurie d'eau. Nous aussi, on va probablement abattre 5 à 10% de nos animaux. On soutient le gouvernement dans leurs décisions, ils ont fait le bon choix, car nos ressources en eau s'épuisent. Les animaux n'ont plus assez pour survivre. C'est notre responsabilité de nous occuper de la nature. Ici aussi, la viande sera distribuée. Les animaux sauvages sont vus comme une ressource comme une autre, exploitable en cas de sécheresse. Là, on a de l'oryx et de l'impala, et une petite antilope derrière. La majeure partie de cette viande, on la donne à nos employés, et le reste est distribué à une école. Dans tout le pays, des distributions de nourriture sont déjà organisées. Le gouvernement a mis en place ce plan d'urgence qu'il juge indispensable. Si on ne le fait pas,
on va se retrouver dans une situation où la totalité des pâturages et des ressources en eau auront été épuisées. Et là, on aura encore plus d'animaux morts sur les bras. En fait, pour sauver la majorité de ces animaux, il faut accepter d'en sacrifier une partie. Cette décision révolte les défenseurs des animaux. Ils appellent à trouver d'autres solutions. C'est un équilibre dont la nature s'occupe très bien toute seule. Le remède, ce n'est certainement pas d'abattre plus d'animaux. Ça ne soulagera rien. Seuls certains vont profiter de cette viande. Ce n'est pas une solution sur le long terme. Ça n'a absolument aucun sens. Pourtant, d'autres pays sont en train de prendre les mêmes mesures. Le Zimbabwe voisin, touché par les mêmes problèmes de... Alors, le reportage est assez long, il est plutôt fouillé, en particulier pour une séquence de JT. Il y a énormément d'interlocuteurs qui sont cités, il y a beaucoup de séquences de reportage. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce reportage? Eh ben, concrètement, nous, on a estimé, en fait, que les arguments étaient présentés prioritairement en mode, c'est très anthropocentré, pardon. Et il y a assez peu d'équilibre entre la parole des associations et la parole du gouvernement et des personnes en fait qui pensent que c'est une nécessité de faire ça, et en fait on présente les choses comme tuer des animaux soi-disant pour préserver la ressource en eau et soi-disant parce qu'ils vont mourir de toute façon, donc c'est une bonne action en fait finalement de les tuer, et ça va permettre à la population de les nourrir, mais à aucun moment en fait on interroge sur est-ce qu'il existe d'autres alternatives? Voilà. Et donc, le fait de ne pas aller chercher d'autres alternatives ou questionner, ne serait-ce que de savoir s'il y a d'autres alternatives, pour nous, ça nous a paru vraiment choquant, avec vraiment toujours cette vision très anthropocentrée. Donc, de ce côté-là, on a vraiment jugé que on aurait pu mieux faire sur ce reportage. Alors, moi, je vais préciser autre chose, c'est que dans ce reportage, je n'ai pas vu trop sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas vu de mention du dérèglement climatique. Oui, voilà, exactement. On n'a pas fait effectivement le lien cause. C'est-à-dire que bon, il y a une sécheresse. Elle est là. Il y a une sécheresse. Et puis on va vous parler de la sécheresse. Et c'est vrai que c'est un reproche historique, que en l'occurrence que font à la fois Climat Média et Quota Climat, beaucoup de médias. Il y a beaucoup de reportages, notamment télé, parce que c'est un travail que vous faites énormément avec la télé dans les deux associations. Et c'est quelque chose qui effectivement sensibilise. C'est-à-dire là, on se demande. On peut se poser la question, alors même que le reportage est quand même, est plutôt fouillé, vraiment, en tant que, pour un reportage de JT, on est quand même dans une certaine profondeur de sujet. Donc là, on est dans l'exemple de quelque chose de négatif où vous avez, alors, par ailleurs, vous avez interpellé la chaîne et vous lui avez écrit. Alors moi, j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. Je vais d'abord vous demander à vous, puis après je vais vous poser la même question, Luna Weimar, vos relations avec les médias, c'est-à-dire vous, à Climat Média, si j'ai bien compris, vous faites des bilans que vous envoyez directement à des interlocuteurs que vous avez trouvés, qui désormais sont les vôtres dans les médias. Comment ça s'est passé au début et comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez des réponses? Comment ils le vivent, les journalistes? Alors c'est une histoire que moi j'aime bien raconter. En gros, donc effectivement au début on connaissait rien ni personne et donc on a commencé à regarder en bas les barres en dessous des reportages pour savoir c'est qui les journalistes, et on a cherché à taguer en fait sur Twitter ces journalistes-là, et donc on a commencé à interpeller les journalistes comme ça, et jusqu'au jour où il y en a qui ont vraiment été fâchés en nous disant ça suffit maintenant. Et à partir du moment où ils ont commencé à nous parler sur Twitter, on s'est dit formidable, en fait on cherchait à entrer en contact avec vous, donc maintenant que vous nous parlez, si vous êtes d'accord, on va discuter. Et tout a démarré un peu comme ça, donc sur un coup de colère. Donc au début on était très critiques parce qu'on ne comprenait pas pourquoi les journalistes et les rédactions couvraient aussi mal en fait les sujets écologiques. Donc on avait pas mal de colère et d'interrogations, et donc on était assez critiques. Aujourd'hui on a compris beaucoup de choses et donc on met beaucoup plus d'eau dans notre vin. Et le fait d'être interpellé notamment par un directeur de l'info, on a discuté, voilà, il était très fâché, et au final, en discutant calmement et positivement avec lui, il nous a dit écoutez, venez sur notre plateau. On a donc c'était septembre ou août 2022, post été caniculaire et désastreux en fait en France.
Et donc, France 2 avait reçu tellement de plaintes sur la manière dont ils avaient couvert les événements météorologiques extrêmes de l'été 2022 qu'ils nous ont invités à représenter les citoyens sur le plateau du Médiateur. Donc, ils ont organisé une émission spéciale sur ce sujet-là. Faut-il que France 2 améliore sa couverture médiatique? Et donc, on a pu vraiment discuter avec le directeur de l'information à ce moment-là, avec d'autres personnes. Il y avait une scientifique aussi. Et ça a été vraiment un début. Et cette personne-là, qui s'appelait Michel Dumoré, qui était vraiment directeur de l'information de France Télévisions, nous a commencé à nous dire écoutez, c'est formidable ce que vous faites, j'ai absolument besoin de vous, donc on va organiser des réunions en interne avec des journalistes et vous allez nous aiguiller, nous aider. Vous êtes notre phare dans la nuit, on a besoin de vous, donc voilà. Et donc on a commencé à discuter avec des journalistes qui étaient, selon la chaîne, les journalistes les plus engagés, les plus écolos. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'ils n'avaient pas compris les enjeux. Et donc, c'est là où on a pu rentrer en discussion avec ces journalistes-là de façon un peu plus, voilà, sans la direction, parce qu'on voulait pas non plus mettre en difficulté qui que ce soit. Donc, la direction était très contente qu'on soit là. Et les journalistes, en off, ils étaient plus à l'aise pour discuter avec nous. Et ça a été quand même tendu au démarrage. Parce que du fait qu'on soit complètement de la société civile, qu'on n'y connaisse pas grand-chose à la construction d'un média, c'était tendu pour eux. Mais voilà. Il y a un choc des cultures quand on interroge la construction médiatique même, parce que je suppose que pas mal de fois on vous a dit bah oui, mais c'est comme ça qu'on fait. Normal. Non, mais c'est ça. Et puis ils nous ont parlé des multitudes de freins. C'est ça. Il y a beaucoup de freins. Ils étaient un peu désespérés de dire non, mais ça on peut pas, et puis on sait pas comment faire, et puis voilà. Et nous on comprenait pas, et on se disait mais voilà, c'était très complexe. Alors je pourrais rentrer dans le détail si vous voulez, mais si vous avez un exemple, je suis preneur. C'était vraiment l'exemple il est un petit peu similaire. C'est comment on parle d'une crise qui est en train de venir. Voilà, ça c'était vraiment le sujet pour eux, de se dire mais comment on représente une crise climatique qui est présente mais pas encore complètement et qui va advenir, et il y a plusieurs scénarios possibles, et comment on représente ça. Et une des solutions depuis qui s'est mis en place, c'est les fameux reportages 3D hyper high-tech que à la fois France Télévisions et TF1 ont mis en place. Et donc, grâce à cette nouvelle technologie, ça leur permet de faire des reportages prospectifs avec des productions en 3D. Et donc, cette manière de représenter, en fait, l'information, on n'est plus en train d'avoir des images. C'était vraiment le problème de la capture d'images. Et le fait d'avoir cette vision télé, oui. 3D. Exactement. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, ça, c'est vraiment un exemple très concret de comment on représente la sécheresse. Voilà, c'était marrant de se dire qu'effectivement nous c'est pas une question qu'on se pose, mais eux c'était crucial dans leur métier. Et donc depuis voilà, les leviers ont été débloqués progressivement. Et aujourd'hui en fait les relations qu'on a avec toutes les chaînes vous parlent? Presque. Laquelle ne vous parle pas? TF1 c'est un peu compliqué. Okay. On a une discussion avec les journalistes en interne discrètement. Mais voilà, la rédaction TF1 est un peu tendue. Ils aiment pas du tout. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne voient pas du tout. En fait, ils voient d'un très mauvais œil en fait la critique citoyenne. Et plutôt que de surfer en se disant on fait partie des parties prenantes de la chaîne et pourrait nous accueillir positivement et dire écoutez, on vous écoute, on verra bien ce que vous avez à nous dire. Ils nous ont écoutés à plusieurs reprises, mais c'est toujours très glacial et c'est des échanges pas très cordiaux et il y a beaucoup de méfiance. Donc voilà, ça c'est un peu notre regret. France Télévisions, on a un peu plus d'échanges, mais c'est surtout avec les journalistes en interne et ça se passe très bien. On a des super contacts avec certains journalistes. Mais voilà, évidemment, là, on discute plus avec des journalistes sensibles à ces sujets-là. Et l'enjeu pour nous maintenant, ça va être aussi de discuter avec d'autres journalistes qui ne sont pas sur ces sujets-là et comment on va essayer de les convertir ou je sais pas comment dire, de leur donner envie d'aborder en fait leur angle avec une vision un peu plus écologique. Alors, on va y revenir. Mais alors, vous d'abord, à Kota Klima, Luna Weimar, est-ce que vous avez ce type de relation-là avec les journalistes? Est-ce que vous procédez différemment? Est-ce que vous êtes comment se passent vos relations avec les médias? Notamment quand c'est sur des contenus que vous critiquez, quoi. Ouais, c'est sûr que notre mode d'action est un peu différent. Avec nos publications LinkedIn, les interpellations qui sont prises d'une manière soit positive ou un peu négative, on se positionne vraiment comme contre-pouvoir aux grands médias traditionnels.
Et donc on revendique la défense du droit à l'information et une information évidemment qui doit être fiable, équilibrée, mais du coup impartiale et de qualité sur les enjeux environnementaux. Et aujourd'hui, ça nous met dans une position où évidemment on est prêt à discuter avec les journalistes qui le veulent, volontaires, de s'informer, de comprendre notre position. Mais aujourd'hui, on est moins dans un objectif de collaboration. Après, ceci dit, dans l'élaboration de la méthodologie pour l'Observatoire des médias sur l'écologie, on a élaboré la méthodologie pendant 1 an. Du coup, c'est une méthodologie d'analyse pour analyser le temps d'antenne, en gros, que les gros médias, c'est-à-dire TV, radio, consacrent aux enjeux écologiques. Là, on a vu les médias pendant 1 an. Et c'est vrai qu'il y a eu du chaud, il y a eu du froid. Mais à partir d'un certain moment, ils ont compris l'intérêt stratégique qu'ils avaient à parler avec nous, à comprendre ce qu'on faisait. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on a pu se dire que on s'est mis autour de la table et qu'à partir de ce moment-là, toutes les chaînes, en tout cas, parce que l'ARCOM en fait partie, l'ARCOM et l'ADEME sont les 2 partenaires institutionnels. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on était crédibles et qu'ils ont compris l'intérêt stratégique à discuter ensemble. Donc ici, en fait, on peut en parler toutes les deux parce qu'on fait toutes les 2 parties du consortium qui a fondé l'observatoire, qui est né du coup en novembre l'année passée. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre un chiffre aujourd'hui sur le temps d'antenne que les médias, on parle vraiment TV et radio, que les médias consacrent aux enjeux écologiques. Et en fait, on avait une intuition. L'intuition, c'est que c'était très bas et on s'est pas raté. Aujourd'hui, on peut dire que c'est encore en baisse. On a moins 30% de 2020, par rapport à 2023. Voilà quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pas très réjouissant. Et pour le coup, il y a des chiffres quand même qui sont intéressants et qui permettent non seulement d'objectiver, mais du coup de dépasser l'intuition. Et l'idée, c'est de faire quand même passer les acteurs concernés, donc c'est-à-dire les médias et les acteurs politiques, un peu au-delà de cette intuition et d'agir sur ce terrain-là, parce que on comprend bien que le dérèglement climatique, du coup, menace systémique et qui nous impactera tous et toutes et sur lesquels il faut agir dès maintenant. Alors, oui, allez-y clairement. Je voudrais juste rajouter, en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on veut accompagner en fait les journalistes à évoluer dans leur pratique, la critique négative n'est pas un bon levier. Et donc, c'est vrai qu'on s'est positionné vraiment en se disant, essayez de comprendre, questionner. Alors, ça n'empêche pas qu'on critique sur les réseaux sociaux, mais l'idée en off, c'est vraiment d'essayer de questionner et de comprendre quels sont les blocages et de voir, comment on peut éventuellement les accompagner. Et le fait d'être questionné et d'être, le fait de donner que nous, on se veut être une caisse de résonance de la société civile, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut discuter, entre guillemets, parce qu'on parle pas tous les jours non plus avec des journalistes, mais en tout cas, on a un lien direct avec ces journalistes et avec ces directions nationales. Et on trouve ça vraiment très positif de dire, voilà, vous êtes citoyen, vous avez envie de comprendre le monde des médias, vous avez envie de discuter avec des journalistes pour essayer de les faire évoluer. On a 2 méthodes, passer des coups de gueule sur les réseaux sociaux ou discuter directement avec les chaînes et les journalistes. Et on trouve que c'est une bonne manière, en fait, d'apporter un regard de partie prenante. Et à partir du moment où les partie prenante, c'est un peu la terminologie en fait pour dire qu'en fait on est dans l'écosystème, en fait on est des téléspectateurs de ces médias-là, et donc finalement on a une légitimité à dire ce qu'on pense et à leur parler. Et voilà, je voulais juste rajouter ça en fait, l'aspect vraiment critique positive pour justement leur donner envie de nous suivre et de nous écouter, parce que personne n'a envie d'être critiqué vraiment dans sa pratique professionnelle. Et voilà. Vous avez mis combien de temps à comprendre que les journalistes étaient des petites choses fragiles sur lesquelles on ne pouvait pas que taper? Ça a été assez rapide, parce qu'à peine on a commencé à discuter avec eux que tous les leviers de bouclier c'était assez hallucinant de voir le système de défense qu'ils avaient. Et moi, vu que mon métier c'est quand même d'accompagner des acteurs au changement, tout de suite je me suis dit oulala, on est en train de faire une connerie, on peut pas continuer comme ça. Et donc c'est vraiment la philosophie de l'assaut. Je voulais juste dire, pour le coup, on essaye vraiment de comprendre tous les obstacles que les journalistes ont devant eux. Les journalistes environnementaux, surtout, font face. Il y a un rapport de l'UNESCO qui est sorti qui disait que les journalistes environnementaux font face à des menaces énormes, des intimidations et des tentatives de décrédibilisation. Donc ça, il faut aussi l'entendre. On sait que au sein de rédaction, c'est compliqué de se faire entendre quand on est un journaliste qui veut porter des sujets environnementaux. Donc voilà, il y a un manque d'enthousiasme managérial à ce niveau-là. Et par ailleurs, ceux qui font partie
problème font aussi partie de la solution. Et donc aujourd'hui, les journalistes sont vraiment garants d'une information fiable. Et l'idée, c'est vraiment de les remettre au centre du jeu. Et donc, on parle d'une critique. Aujourd'hui, c'est vraiment une analyse descriptive, en tout cas de la part de Quota Climat, pour se dire aujourd'hui, on en sortira gagnant-gagnant si on a une information de qualité sur les sujets environnementaux, notamment aussi les citoyens, les journalistes et les politiques, une confiance qui se tissera entre les trois et potentiellement une mise en mouvement un peu plus constructive sur ces sujets-là. Oui, néanmoins, si je comprends bien, il y a quand même d'un côté chez Climat Média un jeu à la fois externe et interne qui, vis-à-vis des médias chez Quota Climat, est plus externe et peut-être plus interne côté politique, mais qui est beaucoup plus externe du côté des médias finalement, comme un contre-pouvoir en effet. Bah, disons qu'on parle aux journalistes presque tous les jours. Il y a absolument pas de. Enfin, et vous dites quoi? Bah, en fait, les échos sont très différents en fonction des rédactions aussi. Et puis c'est intéressant. Bah, je vous écoute. Qu'est-ce que vous dites selon les rédactions? Aujourd'hui, aujourd'hui, ce que je peux vous raconter, c'est par exemple quand on voit des journalistes à l'AFP qui ont réorganisé eux leur rédaction avec l'écologie au centre. On a le journal Le Soir en Belgique qui a fait la même chose. On voit que ça va de l'avant, qu'il y a une sorte d'enthousiasme à ce niveau-là, un intérêt croissant. Et en plus, d'autres médias comme The Guardian ont montré que en mettant les sujets climatiques sur la table, on pouvait augmenter les audiences aussi. En tout cas, on n'en perdait pas. Donc il y avait quelque chose de plutôt positif à ce niveau-là. Et puis d'autres que j'anonymiserai peut-être pour cet échange, mais nous donnent des signes qui sont un peu terrifiant dans certains médias que nous on a saisi l'ARCOM pour des informations climatiques. On se rend compte que a pris une idéologie climat dans certaines radios aujourd'hui et qui empêche les journalistes d'informer et de s'informer là-dessus, quoi. Alors moi je vais les citer. Du coup vous avez saisi l'ARCOM notamment pour Sud Radio. Avec un invité d'André Berkoff qui invite régulièrement les climato-sceptiques, hein, disons-le. Ah oui. Et on retrouve, alors vous aviez aussi Sud Radio Persiste et Signe avec André Berkoff, qui avait invité, alors Christian Gérondeau, qui est un climato-sceptique connu, on va dire. On avait ensuite, Sud Radio, avec un invité, en l'occurrence Rémi Prudhomme, invité d'André Berkoff, pour présenter son livre Transition écologique, les coups des rêves. Là, on a du climato-relativisme au climato-rassurisme. Vous aviez aussi parlé du journal du dimanche de CNews et d'Europe 1 avec alors là un trio d'interventions de Pascal Praud sur le climat avec des affirmations telles que la France n'est pas responsable du réchauffement climatique, qui est un phénomène dont elle n'est pour rien. On en avait même parlé à Arrêt sur Image tellement c'était devenu gros. Donc effectivement, là par exemple on est sur des médias. Alors déjà c'est pas des JT, donc effectivement on est hors du champ de Climat Média. Mais en plus, pour le coup, ça, Claire-Morvan, typiquement, vous, est-ce que vous pensez que vous auriez une chance de convaincre qui que ce soit dans ces médias-là, de changer de discours ou est-ce que c'est un combat qui vaudrait la peine d'être mené? Au-delà du rôle de contre-pouvoir qu'assume Quota Climat en faisant ces postes-là. Vous êtes la deuxième personne à me poser la question en 2 jours, donc va falloir que je me pose la question. Qui était la précédente? C'était un collègue qui voilà, c'est François Logier, créateur de l'atelier de Tonnes, qui m'a dit: est-ce que tu serais prête à discuter avec un journaliste de CNews? Disons que nous, on est prêt à discuter avec n'importe qui. Après, c'est effectivement peu probable qu'on s'entende, voire même qu'on se comprenne, parce que je pense que les freins sont ailleurs, ils sont pas du tout rationnels et qu'il y a probablement des intentions, des intentions de manque d'honnêteté. Et d'ailleurs c'est pour ça nous on avait saisi sur certains articles, en fait sur certaines sessions de Sud Radio, on avait saisi le CDJM, donc le Conseil déontologique de la médiation et du journalisme. Le Conseil de déontologie et de médiation journalistique, qui est une association rassemblant des journalistes, des citoyens et d'autres organisations telles que des syndicats de journalistes, et qui émet des avis purement consultatifs. C'est ça. Donc parfois on nous envoie des éléments, des reportages, même sur la radio spécifiques, et on avait à l'époque saisi le CDJM. Et donc on avait gagné aussi. Le CDJM avait reconnu que il y avait un manque de
il y avait une violation en fait de la charte déontologique parce que justement le travail de contradiction en fait de confrontation avec le consensus scientifique, le journaliste ne confrontant pas ne maîtrisait pas son antenne du coup. Voilà, exactement, et donc laisser planer un doute alors que le doute n'est plus acceptable aujourd'hui. Et donc ça c'est quand même une grosse révolution qui a eu lieu en juillet 2023. Hein, le CDJM a reconnu en fait que laisser planer un doute face à un consensus scientifique, ce n'était plus acceptable, et ça relevait en fait de la violation de la charte déontologique. Donc ça c'est une grosse évolution, et pareil l'ARCOM a avec. Alors justement, et alors vous, Luna Weimar, vous passez plutôt par l'ARCOM avec vos saisines. Quel type de retour vous avez eu de la part de l'ARCOM? Alors, sur plusieurs des saisines qu'on a fait sur Sud Radio, on nous a donné raison. Elles ont été jugées recevables, sur CNews aussi. Il y a juste peut-être une chose que je voulais dire par rapport à la relation qu'on peut avoir avec certains médias comme ça. Je pense qu'il faut quand même bien faire la différence entre un débat sur la transition écologique et la désinformation climatique, sur lequel on peut saisir l'ARCOM et voilà, et qui, si elle n'est pas contredite sur plateau par le journaliste, mérite de saisir parce que c'est une atteinte à notre droit à l'information. Mais pour le coup, je pense que c'est important de pas laisser à certains médias le monopole du climato-scepticisme, ou alors des débats disons toxiques sur la désinformation climatique, ou en tout cas avec une certaine couleur politique, parce qu'en fait on voit vraiment un risque de polarisation qui grandit. Aujourd'hui on le voit dans les chiffres en fait. On a des médias de référence, que ça peut être France 2 et CNews, qui s'écartent sur les questions du changement climatique, mais en termes de quantité et de qualité. C'est-à-dire que des médias volontaires en parlent beaucoup plus, donc on a un public qui devient de plus en plus informé. Et puis de l'autre, le public de CNews qui peut être de plus en plus soit dans le rejet, soit de moins en moins informé. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours continuer à essayer de les convaincre pour que ce soit des questions d'information, parce qu'en fait aujourd'hui, juste leur dire que ça ne fait pas plaisir de parler de crise climatique et que ça relève pas de l'idéologie, c'est juste une évidence, en fait, autant économique que démocratique. Et voilà. Mais après, sanctionner la désinformation climatique via l'ARCOM, nous c'est une pratique qu'on utilise parce qu'on se rend compte que c'est un droit citoyen. Alors les saisines, elles ont été jugées recevables, elles ont abouti à quelque chose pour l'instant? Alors ouais, sur la saisine, la saisine qu'on a fait auprès de l'ARCOM pour la séquence sur CNews, CNews a écopé de 20 000 € d'amende, ce qui peut être jugé comme minuscule, mais qui est un précédent assez unique et historique à l'échelle mondiale. Ah, c'est un salaire mensuel de Pascal Pro. Hein. Voilà, pas négligeable. Non, mais il y a eu celui-là, et une autre saisine a été jugée recevable. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point à ce moment-là le précédent grossit et fait comprendre que la désinformation climatique en gros ne veut pas se normaliser et qu'elle est une atteinte non seulement à la déontologie journalistique, mais aussi à nos droits constitutionnels en tant que citoyens. Donc aujourd'hui la loi ne le permet pas. Et voilà. Et donc, et je pense que c'est un peu les signaux qu'on essaye d'envoyer. Aujourd'hui, on reste en démocratie, et c'est important de faire comprendre que voilà, le sujet du changement climatique est trop important aujourd'hui que pour être sujet à des informations. Alors, tant qu'on est dessus, je reviens à vous, Claire Morvan. Olala Kiki qui demande dans le chat, mais si le journaliste est neutre, c'est bon, ils peuvent inviter des climato-sceptiques face à un scientifique? Alors, la neutralité journalistique, c'est un sujet de débat en lui-même. Je pense que l'objectivité, c'est un idéal vers lequel tendre. Il faut maîtriser sa subjectivité, disons-le comme ça. En fait, aujourd'hui, la manière dont on peut caractériser la désinformation climatique, c'est la remise en cause du consensus scientifique sur le climat, la gravité ou les solutions, sans contradiction. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir se faire un point de vue éclairé en tant qu'auditeur, en tant que citoyen, lorsqu'on entend un débat sur le dérèglement climatique, sur les solutions à y porter, sur les conséquences. Mais c'est uniquement ça qui peut qualifier de désinformation climatique. Claire Morvan, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je voulais dire que c'est quand même la force de nos associations, en fait, d'avoir forcé d'une certaine façon, ou en tout cas forcé à se questionner le conseil déontologique et l'ARCOM, parce que franchement, sans nous, je suis pas sûre qu'en fait on en serait arrivé à des conclusions de cette manière-là. Et donc le fait d'avoir eu plusieurs saisines,
ça les a vraiment obligés à se questionner et à se dire mais qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable. Et ça, c'est quand même assez fort de se dire que c'est vraiment l'action citoyenne qui a permis d'aboutir à ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment important pour nous parce que nous, notre objectif, c'est d'accompagner les citoyens à les incapaciter à agir, notamment sur cette question qui est cruciale. Et donc, le fait de dire, bah oui, ça marche et on arrive à obtenir des choses,